Bien, merci. Je crois qu'il faut qu'on avance. On va donner la parole maintenant aux anesthésistes qui jouent un rôle extrêmement important. Et c'est le docteur Sébastien Bloch de Quincy-sous-Sénart qui pose une question. L'anesthésie est aussi ambulatoire, mais est-elle modifiée ? Messieurs les présidents, mesdames, messieurs, d'abord je vous remercie de m'avoir invité aujourd'hui à l'Académie. C'est un honneur pour moi que de venir présenter la technique anesthésique qui va vous permettre, vous, chirurgiens, de pouvoir considérer ces chirurgies lourdes, arthroplastiques de hanches ou de genoux, en ambulatoire. Et la question donc qui est posée, c'est de savoir si on doit changer nos pratiques pour vous aider, ou en tout cas pour ne pas empêcher la sortie du patient le jour de la chirurgie. La première réponse que je vais donner, mais elle a déjà été donnée par un collègue, c'est de savoir si la technique en tant que telle d'anesthésie, donc l'anesthésie générale ou la Rashti anesthésie, pouvait avoir un impact sur la sortie le jour de l'intervention. Alors je vous ai pas pris tout un tas d'études qui ont comparé ces deux techniques, parce qu'en fait, au travers du temps, les choses ont changé. C'était plutôt en faveur de la Rashti anesthésie il y a quelques années. En 2008 est arrivée l'infiltration articulaire, que maintenant beaucoup pratiquent. Et à partir de là, en fait, l'AG et la Rashti ont eu les mêmes résultats en termes de capacité aux patients à obtenir des critères de sortie ou d'aptitude à la rue le jour même. Et c'est ce que vous avez dans ces deux conclusions qui ont été éditées par sont deux revues, dont une par Enrique Kellet, qui connaît bien la chirurgie et l'ambulatoire et qui dit bien, pour le moment, à l'heure actuelle, on n'a rien en faveur de l'un ou de l'autre, donc on peut tout faire, nous anesthésistes, on n'aura pas d'impact sur la sortie. Donc comment nous anesthésistes on peut vous aider à travailler ? Et bien pour ça je me suis rapporté encore un travail d'Enrique Kellet, c'est un petit peu mon livre de chevet Enrique Kellet, et là dans ce travail-là, sur une série de 200 PTH et PTG, il a repris l'ensemble des critères qui pouvaient retarder la sortie. Et moi, j'irai plus loin, c'est que nous, on va travailler pour éviter que ces critères surviennent et donc empêchent la sortie, mais aussi pour éviter qu'ils surviennent à domicile pour entraîner un retour à l'hôpital des patients. Et donc, je vais les reprendre un par un en essayant de déterminer comment nous, on va vous aider à travailler pour pouvoir sortir le patient. Et je vais commencer avec les douleurs et les nausées, vomissements post-opératoires. Et vous verrez, comme ce qui a été dit depuis tout à l'heure, que c'est beaucoup d'éducation, d'information, de travail préalable qui va avoir un impact sur ces douleurs, nausées, vomissements post-opératoires. Juste là, les RFE de la SFAR sur la gestion de la douleur et des nausées, vomissements post-opératoires. Alors, est-ce que c'est modifié en ambulatoire ? Eh bien, pas du tout, c'est ce qui est précisé. Il n'y a aucune stratégie spécifique. Il faut prendre en compte cette douleur, prendre en compte ces NVPO. Juste sur la NVPO, il faut vraiment les prendre en compte. Et je crois que Jérôme, tout à l'heure, disait qu'il avait eu des patients qui ne sortaient pas à cause des NVPO. Il y a Abfel qui nous a fait un score pour essayer de déterminer des critères de risque potentiel à des NVPO après chirurgie. Eh bien, il a montré qu'on avait 20% en post-opératoire immédiat, mais qu'on avait jusqu'à 40% à domicile. Et qu'on a aussi des critères pour la survenue de ces NVPO à domicile, qui sont l'âge, le sexe féminin, l'utilisation des opioïdes, donc les chirurgies douloureuses. Donc on est là-dedans. Ça veut dire que si jamais on veut prendre en charge les choses, il faut dès la consultation d'anesthésie, prévoir la gestion de ces NVPO à domicile pour éviter pas la non-sortie, mais en tout cas le retour. Pour la douleur, c'est la même chose. Il n'y a pas de stratégie spécifique. On va prendre les patients en charge normalement pour qu'ils aient pas mal. En revanche, il faut avoir une stratégie qui va prendre en compte le retour à domicile. Et cette stratégie, là encore, c'est de l'éducation, de l'information, et nous, ça se fait de la même manière par un infirmier qui prend en charge les patients après la consultation d'anesthésie et qui rediscute de l'analgésie à domicile, l'utilisation des antalgiques, les différents paliers, puisque c'est nous qui faisons cette ordonnance. Là, qui est marqué, vous voyez, c'est chirurgie ou anesthésie pour la rédaction de ces ordonnances. Et à mon avis, c'est important, là aussi, que ce discours commence et soit le même sur l'ensemble du chemin, donc du chirurgien à l'anesthésiste, à l'infirmier, et qu'on a en fait des informations qui soient redondantes pour que le patient puisse vraiment les imprimer. Je vous en rappelle que par consultation, c'est 5 à 7 informations qu'il va pouvoir imprimer. Juste un élément important sur les opioïdes, puisque nous, on en prescrit, en gros, pour faire à la maison comme à l'hôpital pour qu'il y ait en fait un médicament si nécessaire, donc un opioïde de secours. Simplement, on a mis en place, parce qu'on y a le droit en France, au déconditionnement. L'opioïde, c'est le seul médicament qu'on puisse déconditionner. Donc on déconditionne les opioïdes pour toutes les chirurgies ambulatoires lourdes, avec 5 comprimés simplement. Nous, on utilise Oxynorm à l'heure actuelle, pour 2 raisons. Éviter, qu'il y ait une surconsommation d'opioïdes à domicile, ce qui arrive aux États-Unis avec les risques qu'on pourrait avoir dans les années à venir avec le développement de cet ambulatoire. Et l'autre chose, c'est que pour nous, ces 5 comprimés, c'est un peu une sonnette d'alarme. Si le patient utilise trop de comprimés d'opioïdes, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Parce que normalement, ils n'en ont pas besoin. Il y a peut-être des rebonds douloureux dont je vous reparlerai tout à l'heure.
avec 1 ou 2 comprimés, ça va. Mais si on va au-delà, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est un élément de sécurité pour pouvoir revenir à domicile. Pour le moment, on n'en a eu aucun, mais ça évite d'avoir des surconsommations. Juste, c'est venu sur une idée toute bête. Un jour, moi, j'ai un patient, c'était une des quelques hanches que nous, on a fait, qui était revenu en disant votre prémédication, c'était vachement bien, mais une semaine d'oxynorme, ça fatigue un peu. Donc, le patient, en fait, avait mangé une semaine d'oxynorme avant la chirurgie. C'était un peu de la préemptive analgésia. Et donc, à partir de là, on s'est dit, on va arrêter là. Et donc, on va leur donner un nombre de comprimés limité, justement, pour éviter ces consommations inadaptées. Donc ça, c'est ce qu'on fait avant pour ce qui se passe à la maison. Alors maintenant, comment on peut vous aider le jour de l'intervention pour éviter qu'il y ait une douleur aiguë qui survienne, et surtout comment on peut aussi jouer en péropératoire pour qu'on n'ait pas de rebond douloureux à domicile qui puisse générer un retour dans l'établissement. Le premier élément qui est important, c'est l'utilisation des corticoïdes à forte dose. Ça, on sait maintenant que pour toutes les chirurgies, donc ça, c'est pas quelque chose de modifié, c'est pour toutes les chirurgies, on sait que les corticoïdes à forte dose, et c'est à peu près autour de 0,1 mg/kg, eh bien, on va avoir un triple effet, un effet sur les nausées vomissements post-opératoires, un effet sur les douleurs laryngées lorsqu'on a une anesthésie générale, et un effet sur la douleur post-opératoire. Et plus que sur la douleur post-opératoire, sur le rebond post-opératoire à 24-48 heures, et ça, c'est encore plus important à domicile, parce que le patient est seul chez lui, et donc ce rebond sera complètement écrété. C'est ce qu'on retrouve sur encore un travail d'Enrique Kellett, je suis désolé, j'utilise que lui, où il avait utilisé donc chez des patients des très fortes doses, c'est 125 mg de méthylprénisolone, c'est 20 mg de Dexa, donc c'est en gros 2-3 fois la dose de Dexa qu'on donne nous en périopératoire. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que la douleur en post-opératoire dans le groupe vert corticoïdes est largement significativement inférieure. Là, c'est à 48 heures, ça veut dire qu'en fait, on va largement couvrir le patient durant les 24-48 premières heures qui sont les premières heures un petit peu difficiles, et là, que ce soit à la marche, au repos ou sur des mouvements de flexion de la hanche ou du genou. Et on a la même chose avec une diminution de déconsommation de morphine. Donc on est vraiment bien en termes de prise en charge de la douleur, avec comme effet, c'était discuté dans le travail, probablement, et c'est ce qu'on recherche, un effet anti-inflammatoire systémique. La seule chose, et là encore, ça recoupe un petit peu ces notions d'information nécessaires, c'est qu'ils ont trouvé, lorsqu'on avait des grosses doses de corticoïdes, eh bien, des qualités de première nuit qui n'étaient pas excellentes. Et c'est là où c'est important d'avoir ces patients, de les voir avant, le chirurgien, l'anesthésiste, l'infirmière, tout ce qui vous a été dit un petit peu avant, pour les informer sur la possibilité d'avoir une nuit un petit peu, pas agitée, mais un petit peu plus éveillée que d'habitude, liée à cette consommation ou cette utilisation de corticoïdes à forte dose. Chose intéressante dans ce travail, c'est qu'ils avaient cherché quels pouvaient être les éléments qui pouvaient limiter cette consommation ou utilisation de corticoïdes, qui sont l'infection. Eh bien, ils retrouvaient qu'il n'y avait pas plus d'infection, pas plus d'écoulement de cicatrices après la chirurgie. Donc, un premier élément qui était un élément important pour ces patients, mais pareil s'ils n'étaient pas en ambulatoire, parce qu'il faut traiter les patients de la même manière à l'hôpital comme en ambulatoire, mais les corticoïdes ont vraiment une place importante à l'heure actuelle. Là où je vais m'arrêter un petit peu, et c'est là où on peut être parfois un petit peu délétère en anesthésie, c'est que pour que le patient puisse sortir, il y a des critères qui sont les critères de Chung, qui sont les critères d'aptitude à la rue, mais vous avez des critères qui sont un petit peu modifiés pour ces grosses chirurgies arthroplastiques que vous avez ici, qui sont toujours utilisés par Brian Hilfeld dans l'ensemble des études qu'il fait sur l'analgésie et chirurgie hanché-genou, qui sont la qualité d'analgésie, plus d'opioïdes IV et surtout la déambulation maîtrisée. Et c'est là-dessus où nous, on peut être un petit peu embêtant en empêchant la déambulation en post-opératoire. Alors, je ne vais pas parler de la PTH, parce que la PTH, dans les nouvelles RFE de la SFAR sur l'anesthésie loco-régionale, on sait qu'il n'y a aucune place à l'ALR pour la PTH, et que la seule chose qu'on puisse utiliser comme anesthésique locale, c'est l'infiltration périarticulaire. Mais je vais surtout focaliser mon propos sur la PTG, où là, on peut être délétère, parfois, et je vais vous montrer comment on peut éviter d'être délétère, ou si on est délétère, comment on peut faire pour ne pas l'être. Vous allez comprendre un petit peu après. Donc en gros, il y a 3 techniques qu'on propose à l'heure actuelle d'analgésie, dont on sait qu'elles sont efficaces et qu'elles sont probablement mieux que tout, qui sont le bloc fémoral, le canal adducteur et l'infiltration articulaire. Alors après, comment on peut se poser et comment on peut se placer pour choisir l'une ou l'autre technique, nous en tant qu'anesthésiste? Le bloc au canal adducteur, c'est un nouveau bloc qui a été découvert avec l'avènement de l'échographie et qu'en fait, une infiltration du nerf saphène qui se fait au niveau tiers moyen, tiers inférieur de la cuisse et qui va venir bloquer simplement des nerfs, si on suppose que ça marche, sensitifs sur le genou, mais aucunement les branches motrices du quadriceps. Donc on va avoir aucun impact sur la force quadricipitale. Et c'est ce qui est illustré par ce travail, où les auteurs, ils ont comparé chez 98 patients qui avaient une chirurgie du genou, une infiltration avec soit un bloc du nerf fémoral, soit un bloc du canal adducteur. Après, ils ont fait tout un tas de tests moteurs que vous avez ici, donc le tuck test, on vous en a déjà parlé un petit peu,
un test isométrique et puis le 6 minutes walk test, et aussi des seuils de douleur. En termes de seuil de douleur, les deux groupes étaient identiques. Quand on regarde maintenant ce que l'on peut générer comme trouble, nous en tant qu'anesthésistes, eh ben, dès qu'on fait un bloc fémoral, tous ces tests fonctionnels du muscle quadricipital eh bien, sont largement inférieurs par rapport aux canaux adducteurs. Ça veut dire que là, en fait, on est délétère pour vous, pour l'ambulatoire, parce qu'on va avoir un malade qui va avoir du mal à déambuler. Mais c'est pas pour ça qu'il ne faut pas faire de bloc fémoral. Après, c'est vraiment environnemental pour choisir la technique que l'on fait. Et c'est là où le couple, comme on vous le disait, anesthésie-chirurgien est important pour trouver la technique d'analgésie. Donc là, comme on peut le voir ici, sur ces deux tests que j'ai choisis, donc un effondrement de la fonction quadricipitale dans le bloc fémoral, alors qu'on le préserve dans le bloc du canal adducteur. Et pour moi, ces blocs sont importants parce que ces blocs vont peut-être avoir un intérêt, pas en post-opératoire immédiat, mais pour, là encore, écrêter la survenue d'un pic douloureux à J1 ou J2. Et c'est d'ailleurs pourquoi, à mon avis, il faut faire de l'ambulatoire, parce que c'est plus facile de sortir à J0 qu'à J1 ou J2, parce que souvent on a mal à J1 ou J2 alors qu'on n'a pas mal à J0. Et pour pas avoir mal à J1 ou J2, eh bien, c'est probablement cette association infiltration avec canal adducteur qui va nous aider. Là, c'est sur de la PUC. Et quand on regarde ici, donc en groupe bleu, c'est cette association anesthésie par le chirurgien, anesthésie par l'anesthésiste, qui va offrir la meilleure qualité d'analgésie en post-opératoire. C'est ce que vous avez là en groupe bleu, où on est significativement mieux à J1 comme à J2 en termes d'analgésie. Et on avait aussi ici qui était un score qui était un score de vécu de la douleur et un score fonctionnel. Et on avait des scores dans ce groupe-là où on associait une infiltration à un canal adducteur, des scores qui étaient plus favorables pour les patients. Donc on sent bien que quand on fait ces deux types d'anesthésie, on ne va pas forcément jouer sur le post-opératoire immédiat, mais surtout sur ce qui va survenir à J1 et J2 et donc offrir de l'analgésie aux patients. Et ça, c'est un mauvais exemple parce que c'est un exemple qui utilise le bloc fémoral, dont je vous ai dit tout à l'heure qu'il était plutôt embêtant parce qu'il allait entraîner une sidération du quadriceps et donc une reprise de l'ambulation difficile. Mais en tout cas, dans l'esprit ou dans la philosophie, il est intéressant parce qu'il montre bien que lorsque vous avez ici en groupe vert cette association infiltration anesthésique et chirurgicale, vous allez avoir un effet antalgique très intéressant en post-op immédiat, mais surtout vous écrêtez ces rebonds douloureux ou ces pics douloureux qui peuvent être mal vécus par le patient et qui peuvent générer un retour à domicile. Donc il faut vraiment trouver un moyen ou la meilleure association possible entre l'infiltration et la LR pour offrir aux patients un confort post-opératoire immédiat et un confort dans les jours qui vont suivre pour ne pas empêcher leur déambulation à domicile ou alors l'utilisation trop importante d'opiacés ou d'opioïdes avec tous les effets indésirables qu'on en connaît. Juste parce qu'en fait tout est possible et que l'anesthésie ne va pas être une limite, on ne va pas vous limiter à faire de la chirurgie en ambulatoire. Et je sais qu'il y a des centres dans le sud de la France qui font de la prothèse de genou avec des cathéters fémorales. C'est pas quelque chose d'impossible. C'est simplement quand on commence à le faire, déjà que le cercle vertueux de la réhabilitation et le cercle vertueux de l'ambulatoire est compliqué. Mais quand on met des cathéters fémorales, alors là on se met encore des bâtons dans les roues. Là, c'est un exemple d'une équipe qui met des cathéters fémorales, donc des patients qui vont se retrouver avec une sidération quadricipitale en post-opératoire, et vous avez vu sur plusieurs jours, 2, 3, 4 jours, donc qui disent que tout est possible, qu'ils ont des scores de douleur qui sont très très faibles, c'est ce que vous avez ici, vous voyez, inférieur à 2 ou même 4 dans les jours qui suivent l'intervention, donc ça marche très bien, mais ça on le savait. Simplement, quand on regarde la discussion, eh bien, ils disent qu'il faut encore plus d'adhésion du patient, encore plus d'adhésion de l'environnement, et il va surtout falloir mettre tout un tas de stratégies de prévention de la chute, donc de marcher avec des cannes, de marcher avec une attelle, donc quelque chose qui devient vraiment très très compliqué. C'est pour ça qu'à mon avis, c'est pas impossible et c'est probablement pas sur ce type d'anesthésie ou d'analgésie qu'il faut s'orienter, sinon on va rendre les choses qui sont déjà un petit peu difficiles au début, vraiment très compliquées à mettre en œuvre. Donc pour ce qui est, et puis après je vais passer aux autres points sur lesquels nous, anesthésistes, on peut vous aider, pour ce qui est en tout cas de l'analgésie, je pense que c'est vraiment cette association de techniques d'analgésie, même si je crois que Jérôme c'est pas forcément la technique qu'il utilise lui, mais je crois que c'est cette association d'anesthésie ou d'analgésie qui va être intéressante, et d'autant plus intéressante que c'est qu'en fait, à la fois le chirurgien comme l'anesthésiste prennent en compte la douleur, prennent en compte le patient, comme on dit, il est au centre, et il faut que tout le monde s'intéresse à ce patient, et donc cette double valence d'analgésie, pour moi, est vraiment quelque chose qui est vraiment très très intéressant. Autres éléments sur lesquels il faut qu'on travaille et pour éviter donc ces retards de sortie, ça va être l'impact qu'on peut avoir sur les vertiges, la confusion et la sédation.
Et là, effectivement, il y a des choses qu'il faut qu'on fasse, qui ne sont pas forcément faites partout et dans toutes les équipes, pour éviter d'avoir des patients qui ne sortent pas pour des problèmes de douleur, mais pour des problèmes de vertige ou de sédation ou d'amnésie. 2 points importants que je vais reprendre. Le premier, qui est la gabapentine ou le Neurontin, qui a été largement prescrit tout d'un coup par les anesthésistes en préopératoire et même en post-opératoire de chirurgie de genoux et de hanches, pour 2 choses, parce que ça pouvait diminuer les seuils de douleur post-opératoire immédiat et que ça pouvait aussi avoir un impact sur la chronicisation de la douleur. Là, il y a une méta-analyse qui est sortie il y a quelques années qui, remettait en question l'impact que ça avait sur la douleur aiguë. En fait, ça n'en aurait que très peu. Et sur la douleur chronique, on a largement pas de données pour pouvoir dire que ça va avoir un impact à 12, 24 ou 48 mois sur la chronisation après chirurgie du genou ou de hanche. Donc ça, c'est pas vrai, c'est faux, ça ne marche pas. En revanche, quand on regarde ici tous les effets indésirables que ça a en post-opératoire, ces prémédications en Neurontin, eh bien ça va être de la sédation, du vertige, de la confusion et des troubles visuels. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ne sont pas du tout en accord avec vos pratiques et qu'il ne faut pas faire. Autre élément important aussi, c'est la prémédication. Je crois que tout à l'heure, le Dr Vons en a parlé. C'est des choses qu'il faut largement arrêter parce que ça va générer, là encore, de la sédation post-opératoire, des retards de réveil, et ce n'est pas du tout en accord avec vos principes qui sont des principes d'ambulatoire. Là, un travail d'une équipe française qui comparait du lorazépam avec pas ou un placebo comme prémédication et qui retrouvait en termes de sensation de vécu du patient, pas de différence dans les différents groupes. Donc notre ancienne prémédication à nous anesthésistes ne sert à rien, mais en revanche qui montrait qu'on avait des scores de récupération cognitive qui étaient largement plus tardifs que lorsqu'on n'avait pas de prémédication, donc forcément un retard à la sortie ou même un décalage à la sortie le lendemain. Et puis même, vous avez vu des taux d'amnésie qui étaient très importants. Donc ça, c'est des choses qu'il faut arrêter. Autre élément, et pour rebondir ce qui a été tout à l'heure dit, et ce sera le dernier point, sur l'acide tranexamique, il y a aussi des choses qu'il faut qu'on fasse, nous, en préopératoire pour éviter ces problèmes d'anémie et de transfusion potentielle. Et on sait aussi que ces anémies vont pas forcément retarder la sortie, mais générer des problèmes d'infection ou de morbide mortalité. Et là, juste un protocole qui a montré son efficacité, qui associait l'acide tranexamique dont vous parliez, qui associait le PO, qui associe même maintenant le fer IV, et qui a un bénéfice important sur le taux d'hémoglobine post-opératoire. Nous, c'est ce que j'essaye de mettre en place à l'heure actuelle, mais c'est compliqué. Ce serait de ne plus faire du tout d'hémoQ ou de numération en post-opératoire, parce que quand on part avec un niveau d'hémoglobine suffisant, on sait très bien, et c'est retrouvé dans la littérature, en post-opératoire, on ne s'effondre pas en termes d'hémoglobine. Donc l'anesthésie, est-ce qu'elle doit être modifiée? En aucun cas. On doit fournir exactement le même cercle vertueux pour tout le monde. En revanche, ça doit être anticipé à toutes les étapes. Si on ne l'anticipe pas, eh bien, le patient ne pourra pas sortir, avec l'information dont on vous a parlé, avec l'analgésie adaptée qu'on doit avoir, ALR, corticoïdes, et c'est surtout un petit peu, j'adore ces 2 petits bonhommes de la vie de Carabin, surtout ce qu'il faut, c'est qu'il y a vraiment une grosse association entre anesthésiste et chirurgien pour que le chemin soit tranquille et aille jusqu'à la fin de la sortie en ambulatoire. Je vous remercie et surtout, je ne suis pas sorti de salle, vous avez vu, c'est la première fois que ça m'arrive. Normalement, je pars au bout de 5 minutes et je laisse quelqu'un parler à ma place et j'ai même pas bu de café. Oui, je voulais dire que je suis toujours étonnée. Je trouve qu'il y a une contradiction dans ce que tu dis, dans ce que tu écris, et en plus je trouve que c'est dangereux pour le message qu'on porte, c'est de décrire que l'anesthésie n'est pas modifiée, alors tu viens de nous montrer par plein de diapositives que pour que le malade sorte le soir, il fallait que ci, que ça pour la... Non. Attends, laisse-moi finir, qu'il fallait que pour l'anesthésie ça, que pour l'analgésie ça, et je crois qu'en effet il y a un vrai savoir-faire pour que le malade sorte en anesthésie, en analgésie, et qu'à l'inverse, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il faudrait que ce qu'on fait en ambulatoire soit fait aussi pour ceux qui restent hospitalisés, qui se retrouvent avec la perfusion, le haricot pour vomir, et puis mal, est obligé d'appeler l'infirmière parce que c'est pas anticipé. Alors c'est justement ce que j'ai dit, c'est que pour moi c'est inconcevable d'avoir des patients qui soient pris en charge différemment en ambulatoire, en hospitalisation. C'est ce que j'ai dit, c'est pour ça mais là, pas si modifiée. tu portes le message, excuse-moi, je porte des messages sur des pratiques qui ne sont pas forcément faites, mais qui sont recommandées. C'est différent. Oui, c'est ça. Ah oui, mais ça, qu'elles soient pas réalisées, c'est pas de ma faute. Tu portes le message au pouvoir public que finalement, on fait la même anesthésie et que bon, il n'y a pas besoin de formation. Tout le monde peut, si on décide qu'ils sortent le soir, ils vont sortir le soir. C'est pareil.
Et donc tu portes un faux message parce que c'est pas vrai. Et si les malades sortent pas le soir, c'est parce que justement on a plein d'anesthésistes qui veulent pas faire qui veulent pas faire le jeûne moderne, qui savent pas qu'il faut pas donner de prémédication, qui ceci, qui cela. Et donc peut-être que tu vois, c'est simplement dans la façon de l'exprimer. Pour aller dans ce sens, parce que je trouve ça un petit peu dur pour les anesthésistes. Mais moi, par exemple, les chirurgiens que j'ai, c'est eux qui sont limitants pour la sortie en ambulatoire. Donc je pense que de dire ce propos à un anesthésiste, pourquoi pas. Maintenant, je dis pas que ça doit pas être modifié parce que c'est juste la pratique normale de l'anesthésie. Après que certains ne le fassent pas avec vous, c'est pas de ma faute. Je vais arrêter ce débat parce que c'est un faux débat. Parce que le problème, c'est la question de génération. C'est parce que Corinne est nettement plus vieille que toi, je m'excuse. Non, je pense. Alors, je fais pas mon âge. Si tu veux, non, mais nous, on a été élevés, je le dis je me tourne devant Monsieur Dubois, devant mes maîtres ici, on a été élevés à Pintoflax. Bon, on endormait avec du pain total et on avait un curare qui était à élimination longue. Donc, tu es né dans une génération qui est complètement différente des auditeurs ici. Donc si tu pars, toi tu es d'une génération moderne, c'est-à-dire que tu es né avec l'anesthésie minute. Mais eux aussi, avec une chirurgie moderne. Oui, mais vous. Donc c'est pour ça, si tu veux, que nous on a un message quand même à faire passer, et c'est ce que fait très bien aussi Karen Slim au niveau de sa société, c'est de faire passer qu'effectivement on n'a plus besoin de sonde gastrique, qu'on n'a plus besoin de haricots. Et j'allais même te poser une question, tu n'as pas du tout parlé. Par exemple, la rétention d'urine, c'est un truc que tu n'évoques jamais. Alors que non, si tu veux, nous, dans notre génération, on avait de la copine, et les malades qui avaient 60 ans, les pauvres, ils avaient leur prostate qui devait, et puis voilà. Et parce que vous aviez de l'arraché-anesthésie. Voilà, donc si tu veux, donc c'est dans ce sens-là que je rejoins Corinne. Donc vous n'êtes pas du tout en défaut, c'est que vous n'avez pas du tout le. Non, mais c'est simplement les anesthésistes qui. Enfin, pour moi, l'anesthésie en ambulatoire ou pas en ambulatoire, c'est la même. Oui. On n'a pas à se dire, ce patient-là va en avoir une différente ou un peu mieux parce qu'il a de l'ambu. C'est la même. C'est une anesthésie avec des produits de courte durée d'action. C'est le modèle que je porte à l'ASFAR. Donc je le porte aussi avec des vieux anesthésistes qui faisaient Pintoflax. Et ça ne me dérange pas de leur dire qu'il faut changer Pintoflax. Et j'en connais plus. Ceux avec qui je travaille qui ne sont pas tout jeunes. Certains ont plus de cheveux blancs que moi. J'en ai quasiment pas. J'en ai une petite toufla que je mets en avant pour pouvoir me donner un petit peu de choses. Voilà. Eh bien, eux, ils ont changé aussi. Et je crois que j'en connais beaucoup qui ont changé. Après, il y a peut-être une vieille génération qui va... Mais la plupart le font. Non mais il n'y a pas que les anesthésistes qui ne le font pas, les chirurgiens ne le font pas plus. Mais exactement, et moi dans ce cas-là, la détertion moderne, moi tous mes chirurgiens ne font pas la détertion moderne. Je ne pense pas que ce soit un problème de chirurgien ou d'anesthésiste. Non, mais je ne pense pas que ce soit un problème de chirurgien anesthésiste, c'est un problème de motivation ou d'équipe. Il y a des équipes qui ont une vision un peu moderne, d'autres qui ne l'ont pas. Mais moi je l'ai. Il me semble quand même qu'on peut faire deux constats, c'est que d'une part, l'ambulatoire, enfin les pratiques d'anesthésie ou de chirurgie pour l'ambulatoire ont contaminé la prise en charge en hospitalisation. On le voit très bien dans la prévention des nausées-vomissements pour les cholécystectomies, par exemple, qui s'applique maintenant à tous les patients. Exactement. Et le deuxième constat, c'est que c'est clair qu'il y a un effet générationnel là-dedans, c'est que les chirurgiens et les anesthésistes ont mutuellement beaucoup d'intérêt à se parler. Et l'ambulatoire est de ce point de vue un grand intérêt. Moi, je me suis retrouvé hier à discuter à déjeuner avec mon médecin anesthésiste qui m'expliquait combien elle faisait de curare et quand est-ce qu'elle devait le reproduire. Je veux dire, on a tous intérêt pour la prise en charge des patients à en apprendre les uns des autres. Je crois qu'il faut baisser le champ qui est entre nous deux, oui. Je pense en fait qu'il faut se mettre d'accord sur un cahier des charges dont le centre, encore une fois, est le patient. Et on va partager ce cahier des charges et on va faire en sorte que la pratique anesthésique et la pratique chirurgicale soient compatibles avec ce cahier des charges. Après, que l'anesthésiste fasse effectivement de l'arachide, de l'AG ou peu importe, moi je m'en fous. Ce que je veux, c'est que mon patient il puisse marcher 3 heures après l'intervention. Après, quel que soit le truc, c'est pas... Par contre, c'est impossible de le faire si on ne partage pas et qu'on ne croise pas nos expériences. Je crois qu'il faut qu'on aborde encore une dernière question. Assez rapide. Il y a une contradiction, me semble-t-il, entre le propos de l'anesthésiste et le propos du chirurgien concernant le bloc fémoral. Le bloc fémoral, il ne faut plus en faire en ambulatoire, car, et c'était bien marqué sur une diapo, il faut que le malade accepte de porter une attelle rigide, qu'il accepte d'utiliser un déambulateur ou des cannes. C'est complètement antinomique.
Alors, question, est-ce que tu fais des blocs fémoraux, cruraux Non, ou autre chose? non, on n'en fait pas, mais pas spécialement par conviction, c'est parce que nous, nos anesthésistes, n'avaient pas cette culture-là. Mais je suis très content qu'ils n'en fassent pas, effectivement. Après, Sébastien l'a bien dit, c'est-à-dire que tout est possible, sauf qu'effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc à partir du moment où c'est possible mais que c'est plus compliqué, je crois qu'il faut arrêter de le faire, tout simplement. Moi je dis ça parce que je sais qu'il y a des équipes marseillaises qui le font et qui font partir des gens avec des cathéters. On ne peut pas leur dire qu'ils font ce mal, ils le font bien. Simplement, comme vous étiez en train de le dire, c'est que ça demande un environnement qui est trop compliqué à mettre en place. Et nous, on est passé, puisque tous nos chirurgiens n'ont pas la même motivation, à faire un choix entre des patients qui vont avoir un bloc fémoral parce que le patient sortira le lendemain ou le surlendemain, et des patients qui auront un canal aux adducteurs parce qu'on a un chirurgien qui est un petit peu plus motivé, qui veut que son patient marche le soir. Je dirais même qu'en fonction de l'horaire, on va avoir des patients qui auront le soir un bloc fémoral parce qu'ils ne se lèveront pas dans la nuit et qui se lèveront que le matin, et le matin qu'on a les adducteurs parce qu'on est sûr que le patient pourra se lever. Donc je pense que c'est vraiment là où nous on peut vous aider, c'est que ce soit une anesthésie à la carte en fonction de vos besoins et du besoin du patient, pour qu'à chaque fois, ça réponde à tout le monde. Merci Sébastien. Ça va être une